Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous nous Bonjour. entendez bien? Je pense. Alors, Est-ce que tout le monde nous entend? je pense que ça a l'air d'aller. S'il y avait un souci, il faudrait contacter Webikeo. On verra tout à l'heure. Voilà. S'il y a des problèmes, voilà, il y a Alice qui est sur le côté qui peut Oui, tout vous aider. le monde nous répond que c'est bon. Voilà, son et image, ok, Voilà. parfait, tout le monde nous entend. Bon, bah, super. Donc, nous allons commencer. Bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire consacré à la sécurisation de la relation employeur-salarié dans cette période si particulière qu'est le confinement. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter plusieurs choses. Alors, voilà. Aujourd'hui, la présentation sera assurée par ma collègue Charlotte Renarlot, donc avocate en droit social, par moi également, Manuela Chartier, avocate, juriste en droit social, pardon. Et puis, nous avons au chat, alors n'hésitez pas à leur poser quelques questions. Nous avons Nolwenn Bréchet, qui est avocate en droit social, qui sera un plaisir de répondre à vos questions dans le chat. Et également Marie Biassi, juriste en droit social, qui est également là pour vous aider sur le chat. Alors, aujourd'hui, nous allons donc vous parler, si ça veut bien avancer la petite diapo. Ah. Alors, pour les petits soucis techniques, hop, alors, ça ne veut pas avancer. Pourquoi ça ne veut pas avancer? Excusez-nous, on doit avoir un petit problème technique. Ça va tout de suite se résoudre. Ah, voilà. Donc, nous sommes... Ah, voilà, bah, du coup, j'ai un petit peu trop avancé. Excusez-nous. Voilà. Alors, nous sommes dans un contexte bien particulier, vous l'avez compris, puisque aujourd'hui, dans le cadre des mesures de confinement prises par le gouvernement dans plusieurs arrêtés, notamment des 14 et 15 mars dernier, eh bien, nous avons des catégories d'établissements qui aujourd'hui peuvent continuer à travailler et d'autres qui ne peuvent plus du tout accueillir de public. Donc, c'est notamment le cas de la plupart des commerces qui ont dû cesser leur activité. Et puis, par ailleurs, donc, comme on le disait, d'autres établissements, eux, sont autorisés à poursuivre leur activité, mais bien évidemment dans des conditions un peu particulières. C'est donc ces conditions que nous allons voir, puisque derrière, ils sont tenus, ces établissements qui continuent leur activité, sont tenus de poursuivre leur activité en utilisant des protections adaptées à leurs salariés. Et puis, ce que nous allons voir aussi, c'est que effectivement, tout un arsenal juridique a été mis en place là ces derniers jours, puisque depuis maintenant une petite semaine, nous avons eu 6 ordonnances en matière de droit social, notamment, qui sont importantes. Et puis, nous avons également quelques décrets dont nous allons vous parler. Alors, les problématiques soulevées ici sont notamment pour les établissements dont l'activité a été maintenue ou qui seront d'ailleurs prochainement déconfinés parce qu'on en entend de plus en plus parler du déconfinement. Eh bien, on le sait, il y aura un déconfinement progressif et sûrement avec encore des mesures de sécurité pour les salariés. Et donc, dans ce contexte, on a souvent entendu parler du droit de retrait et du salarié. Alors, c'est souvent évoqué par les médias, mais sans trop d'explications. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous accompagner et vous expliquer quel est le droit de retrait. Et puis, par ailleurs, comme je le disais, de vous faire une petite synthèse des évolutions et donc des possibilités qu'elle offre. Alors, Charlotte, petite précision sur le droit de retrait. Tout d'abord, qu'est-ce que le droit de retrait? Alors, le droit de retrait, c'est la possibilité pour son travail de quitter son poste au motif qu'il existe un danger pour sa vie ou pour sa santé. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par danger grave et imminent? Alors, cette notion de danger grave et imminent, donc 3 termes,
D'abord, le danger, qu'est-ce qu'on entend par danger? C'est une menace directe pour la vie ou la santé du travailleur. Qu'est-ce qu'on entend par danger grave? Alors, c'est un danger susceptible de produire un accident ou une maladie, maladie entraînant la mort ou l'incapacité permanente ou temporaire prolongée. Par danger imminent, ça signifie que l'accident ou la maladie peut se produire dans un délai très rapproché. Ça veut dire que ça peut être brusque, ça peut survenir d'un moment à l'autre. D'accord. Alors, ce danger grave et imminent, il ne sera pas caractérisé toutefois. On est dans une situation où il y a un danger normal. Normal, en fait, c'est-à-dire que quand le risque ou le danger en question fait partie quelque part du poste, fait partie des conditions inhérentes au poste. Ça va être le cas, par exemple, on a eu des situations en jurisprudence concernant des convoyeurs de fonds, salariés intervenant sur des sites nucléaires qui avaient fait jouer l'ordre de retrait. Et dans ces cas-là, bien évidemment, le risque qui était invoqué était inhérent au poste. Donc, quand on va analyser le danger grave et imminent, on va aussi l'analyser au regard des spécificités du poste en question et des conditions de travail. Ensuite, le danger grave et imminent, il ne sera pas caractérisé, évidemment, si la situation de danger a cessé. Alors, soit parce que le danger a disparu, soit parce que l'employeur a permettant justement d'éviter d'être confronté, d'être menacé par ce danger. D'accord. Alors, je suis désolée, on nous dit qu'on voit bien qu'il y a des soucis pour le support et également des soucis de son pour certains. Alors, Charlotte, je ne sais pas si tu peux faire quelque chose avec ton casque ou pas. Alors, moi, je peux continuer. Alors, comment... alors, est-ce que moi, on m'entend? Est-ce que de mon côté, ça fonctionne ou c'est tout le monde? Les coupures sont très importantes. Est-ce que quelqu'un pourrait me côté ça fonctionne? Comment? Plus de son du tout. Alors, on t'entend mal, Charlotte. On entend bien Manuela. D'accord. Hop. Alors, hop, là, ça va un peu trop vite pour nous. Ouais, alors. Donc, il y en a pour qui ça fonctionne maintenant. Pour Charlotte, ça coupe souvent entre les mots. Assuré, d'accord. Pourtant, j'ai une connexion qui normalement fonctionne. Alors, je reprends plus lentement, voilà, peut-être. Bon. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on exerce le droit de retrait? Le droit de retrait. Voilà. Je reprends sur l'exercice du droit de retrait. Il n'y a aucune formalité particulière pour l'exercice de ce droit de retrait. Toutefois, on a le Code du travail qui précise au sein du même article que le salarié doit alerter l'employeur de l'existence d'une situation de travail dangereuse et qu'il peut se retirer. Donc, d'un côté, on a un devoir d'alerte et de l'autre côté, on a une possibilité de retrait. Donc, à la lecture du texte, on comprendrait donc que l'alerte est préalable à l'exercice du droit de retrait. Mais ça va être maintenant particulièrement vrai dans les situations où le salarié, en se retirant sans prévenir au préalable son employeur, pourrait mettre en danger la santé et la sécurité de ses collègues. D'accord. Alors, dans un second temps, alors si j'arrive également... Ah, on est désolé hein, pour ces petits soucis techniques. En fait, c'est... alors... technique. Attends, j'arrive. Alors, Charlotte... Coupure pour Charlotte. Alors, pour information, hein, le support sera téléchargeable ensuite. Pour ceux qui voient flou, hein, il sera téléchargeable ensuite sur le site. Voilà. Alors, je pense qu'on a
une petite page en moins. Je vais retourner en arrière. Eh bien, décidément, ça ne fonctionne pas bien. Hop. Alors, comment faire? Alors, ça, on l'a vu, Charlotte. Danger grave. Là, ça, c'est bon. Voilà, on va y arriver. Voilà. Alors, on est sur le droit de retrait. Charlotte, quelles sont les obligations de l'employeur? Alors, les obligations de l'employeur en cas d'exercice du droit de retrait, c'est tout d'abord inspecter les lieux, prendre les mesures, donner les instructions nécessaires. Mais de manière générale, l'obligation de l'employeur, et c'est d'ailleurs ce qui fonde le droit de retrait, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Donc, en cas d'existence d'un danger, l'employeur doit tout mettre en œuvre pour protéger ses salariés contre ce risque. D'accord. Alors, quelles sont exactement les mesures à prendre? Alors, les mesures à prendre, sans que ce ne soit exhaustif, alors on a les mesures de prévention avec notamment la mise à jour du document unique. Alors, elle est prévue par le Code du travail tous les ans, cette mise à jour, mais en réalité, à chaque fois qu'un nouveau danger se présente, qu'une nouvelle situation se présente, on doit faire une mise à jour. Également, la mise en place de tout dispositif nécessaire à la protection. Donc, ça peut être des barrières de sécurité, un dispositif anti-chute ou tout système de protection adéquat. Fourniture aussi des équipements de protection. Donc, ça va être les chaussures de sécurité, les gants, les masques, les tenues. La délivrance de consignes de sécurité. Et là, ça passe par des affichages, par exemple des dispositifs intérieurs, des notices internes. On a également en parallèle donc, la formation au moment de la prise de poste, la formation sur l'évolution du poste et toute formation en général relative à la santé et la sécurité. Et enfin, l'entretien et le renouvellement du matériel, donc entretien des outils de travail pour qu'ils restent conformes et que les normes de sécurité puissent être respectées, et renouvellement quand le matériel devient obsolète. Ok. Alors, si on continue, alors nous avons perdu Charlotte. Alors, quelles sont les mesures à prendre? Donc, ah si, ben, on ne voit plus, mais c'est pas grave. Donc ça, c'était pour le... Oui, mais c'est pas grave. Ça, c'était pour l'employeur. Maintenant, côté salarié, quelles sont ses obligations? Alors, le salarié, de son côté, il a également des devoirs. Il a le devoir de se conformer aux instructions et il a le devoir de prendre soin, donc conformément aux instructions qui sont données par l'employeur, prendre soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celle des personnes qui travaillent avec lui. Donc, il y a un devoir réciproque. D'ailleurs, il y a une petite question. Des obligations côté employeur et des devoirs côté salarié. Ouais. D'ailleurs, Charlotte, il y a une petite question dans le chat. Est-ce qu'on peut obliger le salarié à nettoyer son espace de travail? J'entends pas. Ah, alors, nous avons perdu Charlotte. Excusez-nous. Charlotte, tu nous entends ou pas? Non. Bon. Alors, je vais continuer. Ah, là, c'est bon. Charlotte, est-ce que tu m'entends? Non, a priori, elle ne m'entend pas. Je sais pas si moi, vous m'entendez. Tu es de retour, tu m'entends? Oui, je t'entends. Donc, la question au chat était de savoir si le salarié a l'obligation est-ce qu'on peut imposer au salarié de nettoyer son espace de travail? Est-ce qu'il a l'obligation de nettoyer son espace de travail? Alors non, bon, excusez-nous pour ça. On va continuer. Donc, Charlotte, est-ce que tu m'entends? Très mal. Très mal. D'accord. Alors, excusez-nous pour toujours ces petits soucis techniques. Et donc, Charlotte, une fois que le salarié et l'employeur ont rempli leur devoir, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, ensuite, donc si après examen de la situation, toutes les mesures de sécurité et de protection et de prévention ont été prises, ou que le danger n'existe pas,
l'employeur peut à ce moment-là exiger du salarié qu'il reprenne son poste. Si le salarié ne le fait pas, donc là on est d'accord, la situation de danger, on considère qu'elle est terminée, le salarié a l'obligation de reprendre son poste. S'il ne le fait pas, il est passible de sanctions. Donc, si le droit de retrait n'est pas justifié, l'employeur peut-il sanctionner? Alors, non. Là-dessus, le Code du travail est très clair. Aucune sanction ni aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui a exercé son droit de retrait. C'est seul l'exercice abusif de ce droit de retrait qui va pouvoir être sanctionné. La question, c'est comment on sait la frontière entre l'exercice abusif et l'exercice justifié. Ça va être la notion de motif raisonnable qui va rentrer en ligne de compte, à savoir que le salarié qui se sera retiré d'une situation qu'il estime dangereuse, si on pense qu'il avait un motif raisonnable de penser qu'il y avait un danger pour sa santé ou pour sa sécurité, à ce moment-là, il ne pourra pas être sanctionné, il aura exercé son droit de retrait, il a le droit quelque part de faire une erreur dans l'estimation du danger. L'exercice abusif, ça va vraiment être quelque chose de flagrant. Je pense notamment à un cas en jurisprudence, un salarié a invoqué son droit de retrait parce qu'il y avait des courants d'air dans son bureau. Voilà. Ok. Alors, dans quelle situation le droit de retrait peut-il être invoqué, Charlotte? Alors, de l'examen de la jurisprudence, on voit que les situations visées sont variées. Alors, c'est des exemples, c'est pas exhaustif, mais on a des situations qui sont liées à un local de travail défectueux, du matériel défectueux. Ça peut concerner des risques de chute, ça arrive très souvent aussi. On a beaucoup d'exemples en jurisprudence, des produits dangereux, des risques d'agression, mais également des horaires et des cadences de travail. Donc, c'est notamment dans le transport routier, des routiers qui avaient exercé leur droit de retrait parce qu'ils avaient déjà exercé un nombre d'heures largement supérieur aux limites légales, ou alors des problèmes de santé particuliers du salarié qui fait que l'affectation à certaines situations pouvait le mettre en danger. D'accord. Alors, hop, on va passer. Alors, il y a une question en attendant. Alors là, on vous a mis quelques exemples que vous pourrez trouver, mais on ne va pas s'apesantir dessus. Mais en tout cas, vous pourrez aller consulter le support par la suite. Alors, hop, je passe. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le droit de retrait en période de coronavirus. Comment sécuriser cette relation? Toute la question va justement être de sécuriser cette situation. Alors, on passe au slide suivant. Oui, mais ça va venir, je pense. Voilà. Alors, que faire dans la situation actuelle de coronavirus pour sécuriser donc sa relation avec les salariés? Il va falloir mettre en place toutes les mesures de protection et suivre les recommandations du gouvernement. Concrètement. Alors, Charlotte, on ne t'entend pas très bien, mais concrètement, de quoi s'agit-il? Alors, concrètement, dans un premier temps, l'employeur doit procéder à une réévaluation des risques, ce qui implique, dans un premier temps, de mettre à jour le document unique. Ensuite, et ça, conformément aux recommandations qui ont été données, privilégier le télétravail dans la mesure du possible. Quand le télétravail n'est pas possible, parce que c'est vrai qu'il y a certaines activités ou certains métiers qui ne sont pas compatibles avec le télétravail, l'employeur doit alors imposer le respect des gestes barrières et des distances de sécurité sanitaire. Il doit vérifier et approvisionner les locaux, donc en tout ce qui est savon, gel, mouchoir, veiller à l'hygiène des locaux de travail aussi, l'hygiène des outils de travail en demandant aux services d'entretien de porter une attention particulière, désinfection des portes, désinfection des postes de travail. Alors, favoriser également tout ce qui est système de visioconférence et d'autres, limiter les déplacements et limiter aussi les contacts rapprochés. Et développer des équipements favorisant la protection des travailleurs.
Ça va être par exemple les écrans, les plaques protectrices. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller en supermarché ces derniers jours, mais vous avez certainement pu constater que désormais, les caissières avaient en plexiglas qui les protégeait. Donc, voilà, ça, c'est un exemple de mesure de protection qui peut être mise en place. Ok. Alors, hop, on va y arriver sur la suite. Voilà. Donc, en parallèle, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Alors, en parallèle de ces mesures, maintenir l'information en continu, la sensibilisation sur les consignes d'organisation. Alors, par ça, donc, il faut se ménager des preuves aussi. Donc, toutes ces consignes qui vont être données, il faut procéder par voie d'affichage, par voie de note interne, par voie de mail aussi. Ça vous permettra d'avoir aussi une trace des consignes que vous avez pu donner et du fait que vous avez donné régulièrement ces consignes, vous les avez mises à jour. Évidemment, associer les représentants du personnel dans le cadre de l'identification des situations à risque et pour examiner les actions à mettre en place. Alors, en cas de contamination ou de suspicion, là, on a le ministère du Travail qui nous précise renvoyer le salarié à son domicile, informer les autres salariés d'un cas possible pour qu'ils soient sensibles et vigilants à l'apparition d'éventuels symptômes pour qu'ils restent à domicile si c'est le cas. Et nettoyer immédiatement des espaces de travail du salarié concerné. Alors là, je vous renvoie aux qui sont disponibles sur le site du ministère de l'Emploi, qui sont extrêmement détaillés, donc sur le protocole d'hygiène à mettre en place quand ce type de situation intervient. Et donc, y a-t-il des spécificités par métier? Alors, comme je le disais tout à l'heure dans le cadre de la présentation générale du droit de retrait, toutes les mesures de protection et de sécurité, elles sont aussi à adapter en fonction de la situation concrète de chaque métier et de chaque secteur d'activité. Et là-dessus, afin d'accompagner les entreprises et leurs salariés, le site du ministère à disposition des employeurs et des salariés des fiches conseils par métier. Donc, je vous invite à les consulter. Donc, on a 9 métiers qui sont listés sur le site avec les petites fiches. Donc, c'est très bien fait. Vous avez les situations à risque, les actions à mettre en place, les consignes à donner. C'est très pratique. Et je profite également pour préciser que le guide OPP-BTP, ce matin, donc ça fait quand même quelques jours qu'on l'attendait. Il est là, donc on ne vous en parle pas aujourd'hui parce que on a découvert ça ce matin, donc c'est un petit peu juste pour l'examiner et l'analyser en vue de ce webinaire. Mais voilà, l'information est là, c'est sorti. D'accord, merci Charlotte. Alors, pour la suite, ça devrait arriver. Voilà. Alors, une fois que l'employeur donc a pris toutes les mesures, le salarié, là aujourd'hui, dans le cas du Covid-19, est-ce que le salarié peut invoquer son droit de retrait donc avec, en ce temps de confinement et de Covid-19? Est-ce que c'est possible, Charlotte? Alors, en principe, par rapport aux circonstances de travail, que ce soit par rapport au fait qu'un collègue de travail ait pu être contaminé, si toutes les mesures qui sont préconisées. Alors, je vais juste attendre 2 minutes pour voir si elle revient. Si elle ne revient pas, ben, je vais prendre la suite, c'est pas grave. Si on entend Charlotte. D'accord. Bon, c'est bon, vous m'entendez? Alors, je reprends. Donc, je disais que si toutes ces mesures sont respectées, sont mises en place, en principe, que ce soit par rapport aux conditions générales d'exercice ou par rapport au fait peut-être qu'un collègue aurait pu être contaminé par le coronavirus, en principe, le droit de retrait ne devrait pas être justifié. Là-dessus, on a la position du ministère du Travail qui l'indique. Bien sûr, ça reste quand même à relativiser dans la mesure où, en cas de contestation, les juges restent souverains dans leur appréciation. Quand même qu'un respect strict de toutes les consignes devrait normalement permettre de ne pas justifier les droits de retrait qui pourraient être invoqués.
D'accord. Et donc, Charlotte, qu'en est-il quand même si un salarié aujourd'hui invoque son droit de retrait, qui n'est pas, selon les textes, justifié, mais que derrière, voilà, il dit non, non, moi je veux pas venir travailler, j'ai trop peur. C'est souvent ce qu'on entend, hein, j'ai trop peur de venir travailler. Comment l'employeur doit-il le payer? Alors, un salarié, dès lors que l'exercice de son droit de retrait n'est pas abusif, il doit être payé. Donc là, dans le contexte actuel, vu le climat de peur qui règne, ça va être difficile de démontrer que le salarié a abusivement exercé le retrait. Maintenant, il faut démontrer tout de suite, répondre tout de suite au salarié pour expliquer, rappeler tout ce qui a été mis en œuvre et lui expliquer que du fait de la mise en œuvre de toutes ces mesures de protection, il n'est pas justifié à exercer son droit de retrait et lui enjoindre de reprendre son travail. Par contre, la période pendant laquelle il aura exercé son droit de retrait, elle devra en principe être payée. Autre question, Charlotte. À ton avis, aujourd'hui, on a parlé du préjudice d'anxiété, notamment pour les gens qui ont subi les dommages liés à l'amiante. Est-ce que dans quelques années ou même quelques mois, on pourrait parler de préjudice d'anxiété? Je pense notamment aux équipes soignantes, des choses comme ça, qui sont en contact direct avec les gens qui peuvent être atteints de cette maladie. Ça me paraît compliqué dans la mesure où on fait face à une... C'est pas quelque chose... et surtout dans le personnel soignant. Le personnel soignant, il est naturellement quelque part exposé au risque. Enfin, juste de mémoire, on a déjà eu des jurisprudences là-dessus par rapport au VIH. Pour moi, le préjudice d'anxiété ne devrait pas pouvoir jouer dans ce type de situation. D'accord. Il y a une autre question aussi, je pense, c'est celle où le salarié, donc on a tout mis en œuvre, voilà, et il veut vraiment, vraiment parvenir au travail. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas le sanctionner quand même? Voilà, là, il est sanctionnable. C'est-à-dire que si on démontre que on a notre document unique à jour, on a mis en place les actions qui étaient préconisées, on a suivi toutes les recommandations du ministère sur les mesures à mettre en place, on a associé nos représentants du personnel. En principe, le salarié doit prendre son poste. Et là, effectivement, on peut le sanctionner. D'accord, merci Charlotte. Alors, je pense qu'on reviendra, on essaiera de revenir en fin de webinaire sur certaines de vos questions. Et puis, n'hésitez pas, donc on a toujours Nolwenn et Marie qui peuvent vous répondre dans le chat. Donc, on va passer à la suite, Charlotte, si tu veux bien. Et merci déjà pour cet éclairage sur le droit de retrait. Là, on va passer sur notamment les nouveautés liées aux ordonnances. Alors, je le rappelle, hein, on a eu au moins une petite dizaine d'ordonnances de tombées, plus quelques décrets. Par contre, je dois l'ajouter, on est toujours en attente de certains décrets, de certaines ordonnances. Donc, on n'a pas encore à ce jour tous les textes. Je connais l'impatience et le stress des gens qui doivent sortir des payes aujourd'hui. C'est compliqué parce qu'on n'a pas tous les éléments, je le sais bien. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'état de la situation. On espère vivement que le gouvernement va bouger pour le début de la semaine prochaine au moins. Voilà. Donc, Charlotte, si tu veux bien, on va passer aux petites nouveautés, notamment dans la relation avec les salariés. Alors, avec son salarié, ça va allons-y. Ah oui, j'y vais, mais normalement, c'est parti. Voilà, ça y est. Alors, j'ai des salariés en arrêt garde d'enfants ou en arrêt car reconnus comme cas contact. Comment peuvent-ils être indemnisés? Alors, c'est tout l'intérêt de l'ordonnance là du 27 mars, puisqu'elle amène une certaine homogénéisation du traitement, puisque jusqu'à présent, on a traité les cas liés au coronavirus, on a traité les cas contact coronavirus, ensuite on a eu les arrêts garde d'enfants.
Voilà, donc à chaque fois, il y a des nouveautés et à chaque fois avec son lot de techniques d'indemnisation qui peut être différente d'un arrêt à l'autre. Donc là, l'ordonnance a décidé de tout homogénéiser et donc l'idée là, c'est que effectivement, il n'y a plus de délai de carence, notamment pour percevoir les IJSS, quel que soit l'arrêt de travail, qu'il soit lié ou non au coronavirus. Voilà. Donc ça s'applique à compter du 24 mars et jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Donc aujourd'hui, cette fin d'état d'urgence, c'est jusqu'au 25 mai. Mais ça peut être prorogé. Hein. Aujourd'hui, c'est un début. Et puis, pour information aussi, de manière exceptionnelle, on a maintenant des travailleurs aussi, les travailleurs à domicile, les salariés saisonniers et les salariés intermittents, qui, eux, bénéficient aussi des mêmes conditions d'indemnisation que tous les autres salariés. Alors, on a pris le cas le plus fréquent, qui est le cas pour garde d'enfants. Donc, ça va arriver dans quelques secondes, voilà. Puisque celui-ci est quand même l'arrêt aujourd'hui. Alors, je crois qu'on a parlé de 4 millions d'arrêts maladie pour garde d'enfants. Donc, quelles sont les formalités? Je pense que beaucoup les connaissent. Hein. C'est une attestation d'abord du salarié, avec derrière une déclaration de l'employeur sur le site déclareamélie.fr. La durée de cet arrêt, alors il y a eu beaucoup de changements. Hein. Au début, on avait 14 jours, 20 jours, on est passé à 21 jours. Donc c'est 21 jours maintenant cet arrêt maximum avec un renouvellement possible. Donc là, les 21 jours, on y arrive puisque si on part depuis l'arrêt des établissements scolaires, hein, on arrive aux 21 jours. Alors la question s'est posée notamment de savoir si en période de vacances scolaires qui débute ce soir, notamment pour la zone A, eh bien, est-ce que du coup cet arrêt était justifié encore, puisque derrière, finalement, on a des vacances scolaires. Donc là, la CPM a répondu hier sur son site pour dire que l'arrêt restait justifié malgré la période de vacances scolaires. Voilà. Concernant les indemnités journalières pour ces arrêts-là, eh bien, les salariés y ont droit, sans délai de carence ni condition d'ancienneté. Alors, à partir du 11 mars et jusqu'à la fin de la fermeture des établissements. Et puis, la question se pose effectivement du maintien de salaire. Alors, là, on va parler du maintien de salaire légal prévu par la loi. Il faudra toujours distinguer le maintien de salaire légal du maintien de salaire prévu par votre convention collective et les voir globalement et appliquer le plus favorable pour le salarié. Donc là, pour le maintien de salaire légal, donc je parle, donc là, il s'applique effectivement aux salariés malades pour garder son enfant. Alors, du 5 mars au 31 mai, sans délai de carence, et du 26 mars au 31 août, conditions d'ancienneté. Alors, on va se dire, mais comment je fais? Est-ce que je considère que c'est les arrêts qui débutent après le 26 mars ou pas? Enfin, voilà. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de réponse précise à cette question, malheureusement. Par contre, globalement, quand même, l'idée du législateur aujourd'hui, elle était d'homogénéiser tous les arrêts. Et donc, on pense quand même que l'idée, c'est que tous les arrêts du mois de mars, globalement, soit derrière indemnisé de la même manière. Voilà. Donc, mais en tout cas, il reste des précisions à nous donner. Alors, vous verrez après, on vous a mis un petit tableau avec tous les différents arrêts maladie et derrière les formalités, les IJSS et le maintien de salaire. Donc là, je vous invite à aller télécharger le support après et vous aurez les données. Voilà. À toi, Charlotte. Alors, mon accord d'intéressement prévoit que le versement de ce dernier doit intervenir au plus tard le 31 mai. Compte tenu des circonstances actuelles, ma trésorerie ne va pas être suffisante. Est-ce que je peux décaler ce versement ? Alors, oui, on peut décaler le versement par dérogation aux dispositions du Code du travail, puisque je vous rappelle, normalement, tout ce qui est participation, intéressement notamment, doit être versé
dans les 5 premiers mois de l'exercice comptable. Donc là, pour tout ce qui est versement également du PE sur les PE PERCO et les abondements qui correspondent, le législateur a repoussé jusqu'au 31 décembre de cette année la possibilité de verser. Donc aujourd'hui, si effectivement, compte tenu des circonstances, il y a un manque de trésorerie, vous n'avez pas l'obligation de verser aujourd'hui ces sommes, vous pouvez attendre plutôt la fin de l'année. On vous invite toutefois quand même à avertir vos salariés, puisqu'habituellement, surtout si ils avaient l'information avant, on vous invite à informer les salariés qu'il y aura un décalage dans le versement de ces sommes. Alors, la prochaine question. Alors, j'ai mise à jour du support. Alors voilà, Charlotte. Je voudrais récompenser les salariés qui travaillent. Comment est-ce que je peux faire? Quels sont mes moyens d'action? Alors, effectivement, là, on a une possibilité offerte par l'ordonnance du 1er avril, puisqu'elle assouplit les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Vous savez, c'est la fameuse prime Macron, issue des Gilets jaunes. Donc là, alors, si vous avez déjà un accord d'intéressement dans l'entreprise, maintenant, vous pouvez même verser jusqu'à 2 000 €. C'était 1 000 € avant. Donc là, vous pouvez verser jusqu'à 2 000 € d'ici le 31 août 2020. Si vous n'avez pas d'accord d'intéressement, vous pouvez verser jusqu'à 1 000 € d'ici le 31 août 2020. Donc, il n'y a plus cette obligation d'avoir un accord d'intéressement pour pouvoir verser cette prime. Si vous n'avez pas d'accord d'intéressement, vous pouvez aussi en conclure un. Et d'ailleurs, si vous n'êtes plus dans les délais, avant il y avait un délai des 6 premiers mois de l'exercice comptable, même si vous n'êtes plus dans les délais, vous pouvez conclure un accord d'intéressement et vous pourrez du coup verser une somme allant jusqu'à 2 000 €. Donc je vous le rappelle, cette prime est exonérée de charges et d'impôts. Et puis l'idée aussi, c'est de savoir si je peux plus particulièrement récompenser les salariés qui aujourd'hui travaillent dans les circonstances qu'on connaît. La réponse est oui, puisque du coup, vous savez, quand on verse cette prime exceptionnelle, elle peut être modulée en fonction de critères qui sont la rémunération, la qualification ou la durée de présence. Eh bien, là, l'ordonnance, elle rajoute un critère qui est les conditions de travail liées à l'épidémie de Covid-19. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire une distinction pour le versement de cette prime entre les salariés qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Par contre, je vous le rappelle, il est toujours nécessaire de faire un accord d'entreprise ou une décision unilatérale par rapport à tout ça. Il y a aussi des nouveautés concernant les congés. Alors, vous en avez tous entendu parler, je pense, dans les médias. On a tous entendu dire qu'effectivement, on pouvait maintenant poser 6 jours de congé. Alors, est-ce que c'est vrai dans tous les cas? On va voir ça avec vous, Charlotte. Donc, est-ce que je peux mettre unilatéralement mon salarié au repos ou en congé pendant cette période de crise? Alors, deux choses. On va premièrement revoir ce qui est prévu par le Code du travail en temps normal. Alors, l'employeur peut modifier les dates pendant la période de prise de congé applicable dans l'entreprise, à condition toutefois de respecter un délai de prévenance d'au moins 1 mois. Donc déjà, clairement, par rapport à la période compliqué à mettre en œuvre. Par contre, on a toujours la possibilité, en cas de circonstances exceptionnelles, de ne pas avoir à respecter ce délai de prévenance. Toutefois, on peut imposer la pause, le déplacement des congés, seulement aurait déjà été posé par le salarié. Donc, on est relativement... Alors, à savoir, par rapport à cette notion de circonstances exceptionnelles, le ministère a précisé que la situation actuelle pouvait être considérée comme une circonstance exceptionnelle. Donc, oui, il peut du coup imposer le déplacement des congés, mais seulement pour ceux qui ont déjà été posés. Alors, et c'est là qu'intervient l'ordonnance du 25 mars 2020, donc la numéro 2020-323. Maintenant, on a la possibilité de
conclure un accord collectif qui va permettre d'imposer les congés payés des salariés, mais bon, dans la limite de 6 jours ouvrables, sans avoir à respecter un délai. Alors, le délai à respecter, il est quand même de 1 jour franc, mais c'est très limité. Alors, on peut leur faire poser leur reliquat de congés payés, on peut leur imposer de prendre par anticipation les nouveaux congés, donc ceux acquis au cours de la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, ou leur faire modifier unilatéralement, demander unilatéralement de modifier les dates de prise de congés payés. Alors, on est d'accord que cette période, elle est limitée, elle a une limite, c'est le 31 décembre 2020. Alors, ok, donc effectivement, on ne pourra pas dépasser le 31 décembre 2020. Maintenant, quelle est la marge de manœuvre à défaut d'accord? Je n'ai pas d'accord, qu'est-ce que je peux faire? Alors, si je n'ai pas d'accord, il y a quand même d'autres possibilités qui sont prévues par cette ordonnance, et notamment la possibilité d'imposer ou de modifier les jours de la limite de 10 jours. Les repos qui sont visés ici, ce sont les jours en application d'un accord réduction du temps de travail, les jours rattachés, les jours de repos rattachés à une convention de forfait en jours ou en heures, mais également les jours affectés sur un compte épargne-temps. Attention toutefois, c'est bien ce qui est visé par l'ordonnance, ça ne va pas concerner les repos qui sont accordés par exemple en contrepartie d'heures supplémentaires. Donc là, je pense au repos compensateur équivalent, ce qui est tout à fait autre chose. Oui, effectivement. Alors, il y a des petites questions là que je voyais. Effectivement, hein, les TPE peuvent bien conclure des accords d'entreprise, on le rappelle. C'est notamment quand ils n'ont pas de représentant du personnel avec les 2/3 de leurs salariés. Ça, c'est toujours possible. Oui. Tout ce qui a été prévu pour conclure les accords en l'absence de délégué syndical s'applique. Donc, vous pouvez conclure l'accord avec votre CSE. Si vous n'avez pas de CSE, si vous avez moins de 20 salariés, en l'absence de CSE, vous pouvez conclure directement avec les salariés. Ok. Alors, il y a quand même des questions hein, qui sont soulevées par rapport à cette ordonnance. Comment notamment je peux négocier un accord avec le CSE compte tenu que de toutes les mesures de prévention et de risque, alors avec le CSE ou d'ailleurs avec, comme on le disait dans les TPE, avec les salariés. Avec les salariés. Comment je peux faire? Avec les salariés. Alors oui, c'est la question qui nous est venue à nous quand on a découvert cette ordonnance. On s'est on allait réussir à entamer un processus de négociation, conclure et faire valider par consultation des salariés, alors même qu'on est censé limiter l'union et que la plupart des gens sont en télétravail. Donc là-dessus, on a enfin une position du ministère du Travail qui est venue dans son question-réponse apporter quelques éclairages. Alors, concernant la négociation, quand la réunion physique est impraticable ou dangereuse, on a possibilité de mener la négociation à distance. Donc, toutes les parties doivent être convoquées et on a possibilité de recourir à la visioconférence, ou alors si ce n'est pas possible, on peut aussi recourir à l'audioconférence. Ok, donc des mesures simplifiées. Voilà. Concernant la signature, parce que la question aussi se pose, si les salariés sont à distance, si on fait une visioconférence, on fait comment pour signer? Alors, plusieurs options. Première option, on envoie à chaque partie le projet d'accord par mail. Chacun imprime, scanne et renvoie. Et en fonction du nombre de signataires, ça pourrait quand même représenter un sacré volume, parce qu'après, toutes les pages signées en PDF devront être jointes à l'accord, qui sera déposé ensuite par la téléprocédure. Ensuite, il y a des gens qui n'ont pas d'imprimante. Donc, si on a des négociations, on peut envisager aussi l'envoi par courrier, chaque partie étant invitée à signer le document, à le numériser ou à défaut d'imprimante, du coup, peut-être de prendre en photo et renvoyer le cliché par mail. Donc, vous recevez l'accord par la poste, vous le signez, vous prenez en photo, la photo, vous l'envoyez par mail. Là, de la même manière, il faudra joindre tout ça au projet d'accord. Et il y a également, troisième possibilité, une organisation peut donner mandat à une autre organisation pour signer l'accord collectif. Alors ça, c'est plutôt quand on a des syndicats. Alors, et sur la consultation des salariés, justement, quand je n'ai pas de CSE, comment je peux faire? Alors, donc, on a bien le ministère qui nous déconseille de réunir l'ensemble des salariés, mais il estime que le dispositif électronique de recueil de l'approbation
peut être mis en place. Alors, on se pose la question concrètement à quoi ça peut ressembler. Et là-dessus, je vous renvoie encore une fois au site du ministère. Il y a des outils qui peuvent être mis en place et des prestataires qui peuvent, en fait, avec un système de décision à distance qui garantissent la confidentialité du vote. Donc là, il y a l'outil en question qui est recommandé par le ministère, ça s'appelle Helios. Ça, vous pouvez le consulter sur la page des questions-réponses. Alors, je vais laisser la main à Manuela qui va nous parler des nouveautés relatives à l'activité partielle. Alors, quels sont les salariés qui peuvent désormais bénéficier du dispositif d'activité partielle, Manuela? Alors, effectivement, jusqu'à présent, on avait certains salariés qui étaient exclus du dispositif d'activité partielle. Et donc, les ordonnances là ont permis notamment d'ajouter au dispositif, mais uniquement jusqu'au 31 décembre 2020 pour l'instant. Alors, qui? Eh bien, les salariés en forfait heure ou en forfait jour. En fait, ces salariés, jusqu'à présent, pouvaient bénéficier du chômage partiel, mais uniquement en cas de fermeture totale de l'entreprise. Maintenant, elles y ont droit également en cas de réduction du temps de travail. On a également la possibilité de mettre en chômage partiel, enfin en activité partielle, les salariés non soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. Donc là, effectivement, ce sont les VRP, les cadres dirigeants. La durée du travail prise en compte pour calculer les allocations et leur remboursement à l'entreprise sera définie par décret. Ce décret, à ce jour, n'est toujours pas sorti. Donc, on ne sait toujours pas, effectivement, comment calculer leur chômage partiel. On a également les salariés travaillant à domicile. C'est les salariés des employeurs, des particuliers employeurs. Donc là, ça y est, maintenant, vous avez un dispositif avec le CESU qui a été mis en place. Vous avez aussi les salariés qui sont employés par une entreprise qui n'a pas d'établissement en France, mais dont les salariés cotisent en France. Donc là, effectivement, ces salariés avant ne pouvaient pas bénéficier du chômage partiel. C'est désormais le cas. Ça semble logique puisqu'ils sont résidents français. Voilà. Certaines questions restent toutefois en suspens, puisque aujourd'hui, on n'a toujours pas explicitement la possibilité de faire bénéficier du chômage partiel les salariés, notamment des associations ou, par exemple, les mandataires sociaux qui cotisent à la sécurité sociale. Donc, notamment pour les salariés des associations, une question se pose, puisque aujourd'hui, certaines associations bénéficient des subventions comme habituellement. C'est principalement leur source, leur budget qui dépend de ça. Et donc, eh bien, elles n'ont pas de problème en principe de trésorerie et donc ne seraient susceptibles de ne pas avoir droit au chômage partiel, mais la question est toujours en suspens par rapport à ça. Donc, pour tout ça, on vous renvoie à l'ordonnance. Alors, quelle est la procédure pour mettre en œuvre le chômage partiel? Alors, tout d'abord, donc ça a été bien mis en place par l'ordonnance. L'idée ici est d'aller au plus vite. Donc là, comme d'habitude, on doit comme d'habitude, non. Comme ça a été annoncé, c'est bien marqué, on doit faire la demande dans les 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle. Alors, je le sais, aujourd'hui, vous avez tous ou à peu près tous rencontré des problèmes avec les sites en question, notamment l'activité partielle, c'est compliqué. Vous n'avez pas les bons codes, vous n'avez pas le bon dossier la bonne entreprise quand vous arrivez sur le site. Tout le monde a des problèmes. La Directe est au courant. Ils font le nécessaire, ils essayent. Alors, ils nous avaient assuré qu'en fin de semaine, là, tout serait réglé. En attendant, on commence à leur demander s'ils ne pourraient pas décaler ce délai de 30 jours. Voilà, parce qu'on sait que ça va être compliqué. Voilà. Alors, en tout cas, pour la procédure, on vous l'a mise ici. Donc, il y a bien la création du compte en ligne. Il faut attendre plusieurs jours avant de recevoir les identifiants ou les mots de passe. Puis ensuite, vous pouvez faire la demande d'activité partielle en indiquant comme motif circonstances exceptionnelles Covid-19. C'est ce pour une demande jusqu'au 30 juin. Et là, maintenant, l'administration a 2 jours pour vous répondre. Soit elle
vous fait une réponse écrite, comme quoi vous avez l'acceptation ou le refus, soit elle ne vous fait pas du tout de retour. Et dans ce cas-là, au bout de 2 jours, on va considérer que votre demande est acceptée. Derrière, vous devrez faire une demande d'indemnisation et une fois cette demande d'indemnisation faite, là, l'ASP a environ 15 jours pour procéder au remboursement du chômage partiel. Il y a aussi, donc vous avez l'acceptation de l'inspection du travail. Il faut savoir que derrière, c'est une acceptation a priori, puisque derrière, vous aurez possibilité d'être contrôlé a posteriori par la directe pour savoir si votre demande était bien justifiée. Dans le cas où elle n'est pas justifiée, eh bien, vous pourriez, enfin, la directe pourrait demander le remboursement des indemnités perçues par l'employeur. Donc, tout l'intérêt est derrière, effectivement, de bien motiver votre recours à l'activité partielle. Pour ça, je vous renvoie au webinaire qu'on a fait la semaine dernière. Alors, sur quelle base le salarié en activité partielle est-il indemnisé? Donc là, on l'a tous entendu. Hein, donc l'indemnisation, elle est sur la base de 70% de sa rémunération horaire brute de référence, sans pouvoir être inférieure à 8,03 € et plafonnée à 4,5 SMIC. D'accord. Cette règle-là ne s'applique pas aux apprentis, aux contrats de professionnalisation et aux intérimaires. Par ailleurs, on a plusieurs incertitudes, notamment pour les salariés dont l'horaire hebdomadaire est supérieur à 35 heures. Je vais prendre un cas assez fréquent, les salariés qui sont restés à 39 heures. Donc, pour les salariés qui sont restés à 39 heures, je vous rappelle, hein, les heures entre 35 et 39 sont bien chômées, mais pas indemnisées. Et la question de quel est le taux horaire pris en compte pour calculer cette indemnité n'est pas à ce jour réglée. Hein. La directe, elle est informée de nos interrogations. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment, les salariés qui sont à 39 heures, on sort pas les payes parce que derrière, ça pourrait être faux. Voilà. Mais en tout cas, on a toujours une incertitude par rapport à ça. Quant à la rémunération horaire brute, là aussi, eh bien, on n'a pas de texte pour nous dire ce que c'est que cette rémunération horaire brute de référence. Alors, a priori, dans la pratique, on prenait le mois précédent, hein, en sachant que on s'attache au salaire horaire de référence pour le calcul de l'assiette des congés payés. Mais en soi, on n'a pas un texte qui dit qui précise vraiment ça. Et la question se pose notamment pour tous les salariés qui avaient des rémunérations variables et notamment des rémunérations variables qui auraient été versées au mois de février. Est-ce qu'on doit tenir compte de la totalité de cette rémunération variable ou pas? Eh bien là aussi, problème, on n'a pas de réponse de l'administration sur ce point. Voilà. Alors, ensuite, si je passe à la suite. Alors, voilà. Alors, pour les salariés qui étaient à temps partiel, on n'appliquait pas le principe de la rémunération mensuelle minimale. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, non, ce n'est plus le cas, hein, puisque l'ordonnance, elle a annulé cette RMM. Donc, désormais, les salariés en activité partielle sont rémunérés indemnisés, on va dire, de la même manière qu'un salarié à temps plein. Alors, l'autre question, voilà. Alors, l'employeur peut-il compléter l'indemnisation de l'activité partielle pour que le salarié continue de percevoir son salaire net habituel? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. D'ailleurs, l'ordonnance a précisé que ce complément suivrait le même régime social et fiscal que l'indemnité d'activité partielle. Donc oui, vous pouvez compléter le salaire. Je pense notamment, on en a parlé, aux salariés à 39 heures hein, qui perdent vraiment du salaire puisque les heures entre 35 et 39 sont pas rémunérées. Donc là, vous pourriez compléter, vous, en tant qu'employeur, faire un maintien de salaire et ce maintien ne serait pas soumis à charge uniquement de la CSG au taux de 6,60 CSG-CRDS au taux de 6,70%. Donc, vous pouvez le faire. Toutefois, il vous faut soit un accord de branche ou d'entreprise ou seulement une décision unilatérale de l'employeur. Alors, on attire votre attention quand même sur le fait de ne pas mettre en place un usage. Ça veut dire que dans votre décision unilatérale, il faut que ça soit sur une période bien déterminée. C'est-à-dire, par exemple, là,
on va dire du 1er mars au 31 décembre et c'est tout. Parce que si vous ne mettez pas de date de fin, ça veut dire que les prochaines fois, on vous le souhaite pas, mais si on mettait en place de l'activité partielle dans les années à venir, ça veut dire que cet usage aurait perduré et que vous devriez le mettre en place. Alors, autre petite question. Je vais peut-être passer, alors parce qu'il ne me reste plus que 5 minutes, Charlotte. Ouais, je vais juste passer sur cette question. C'est pour les salariés sur la formation. Bon, aujourd'hui, il y en a beaucoup, je pense, de salariés compte tenu des circonstances qui sont en formation. Donc, je vais vite passer. Vous pouvez retrouver la question sur notre support. Il y a cette question. Ah oui, Charlotte. Alors, si mon entreprise a un CSE, est-ce que celui-ci doit être en principe la mise en place d'activités partielles? J'étais dans l'impossibilité de le faire. Ma demande d'indemnisation sera-t-elle acceptée? Alors oui, si vous recueillez l'avis du CSE et que celui-ci est transmis dans un délai de 2 mois suivant la demande. Donc ça veut dire que là, effectivement, pour toutes les mises en activité partielle débutées mi-mars, vous avez jusqu'à mi-mai pour pouvoir consulter le CSE et notamment dans les conditions qu'on va voir plus tard et que Charlotte vous a déjà précisé tout à l'heure, notamment tout ce qui est visioconférence, réunion téléphonique, tout ça, c'est possible. Donc oui, pas de souci, c'est pas grave si vous n'avez pas fait la réunion avec votre CSE pour l'instant. Et si j'ai pas de CSE, comment je fais? Eh ben oui, alors effectivement, vous auriez peut-être dû avoir un CSE, ça c'est possible, ou en tout cas, les élections sont à faire prochainement. Donc là, c'est l'ordonnance du 1er avril qui prévoit que les élections devront être organisées après un délai de 3 mois suivant la fin de l'état d'urgence. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, il faudra organiser les élections à partir du 25 août 2020. Voilà, donc là, on a ce délai pour pouvoir faire les élections du CSE. Donc, pas de panique, si vous deviez avoir un CSE, vous aurez quand même droit au chômage partiel, mais par contre, on va s'engager à faire les élections d'ici la fin de l'année. Alors, mon entreprise avec 3 membres titulaires. J'ai entendu dire qu'ils pouvaient refuser l'activité partielle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Alors, effectivement, en fait, avant l'ordonnance là du 27 mars, les salariés qui étaient titulaires ou suppléants d'ailleurs, hein, qui sont des salariés protégés, eh bien, avaient le droit de refuser la mise en place de l'activité partielle. Donc, depuis l'ordonnance, eh bien, cette activité partielle s'impose aux salariés protégés sans que l'employeur ait à recueillir son accord dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement ou du service ou de l'atelier auquel est rattaché le salarié protégé. Donc, cette dérogation, elle vaut uniquement jusqu'au 31 décembre 2020, hein, dans les circonstances qu'on connaît aujourd'hui. Donc, par contre, attention, si jamais votre salarié qui est membre du CSE aujourd'hui appartient à un service qui continue de fonctionner, mais dont l'activité est réduite, mais pas pour tout le monde, dans ce cas-là, vous devez continuer à recueillir son accord. Alors, on va passer aux relations avec les représentants du personnel, les nouvelles relations. Alors, on va passer assez vite, je pense, Charlotte, puisque du coup, oui, j'ai déjà abordé la question tout à l'heure. Hein. Voilà, donc moi, je vais aller relativement vite. Alors, j'ai lancé les élections de mon CSE en mars dernier. Notre activité étant à l'arrêt, je suis dans l'impossibilité de poursuivre mes élections. Comment ça se passe? Alors, effectivement, il se peut que vous ayez lancé vos élections. Donc là, l'ordonnance du 1er avril, c'était pas un poisson, hein, elle suspend les élections professionnelles en cours dans les entreprises. Ça veut dire qu'à partir du 12 mars, tout est arrêté, suspendu. Donc là, et ce jusqu'au 25 août 2020. Donc vous reprendrez vos élections là où elles en étaient rendues le 25 août 2020. Petite attention sur notamment les conditions d'électorat et d'éligibilité, elles s'apprécient au jour du scrutin. Donc, si vous avez fait un premier tour de scrutin là, début mars, on va dire, du coup, ça veut dire que le deuxième tour de scrutin aura lieu plutôt en septembre. Eh bien, les conditions d'électorat et d'éligibilité seront à revoir au mois de septembre. Donc, attention à ça.
Et puis également, c'est sur tout ce qui est consultation, hein, puisque si vous avez un CSE aujourd'hui, il y a des consultations obligatoires. Donc là, c'est la même chose qu'a dit tout à l'heure Charlotte, hein, c'est tout ce qui est visioconférence, conférence téléphonique. Il suffit que l'employeur ait informé les membres du CSE et en leur disant aujourd'hui cette réunion on l'a fait en visioconférence ou on l'a fait en conférence téléphonique, et donc du coup ça sera applicable. On pourrait aussi utiliser les messageries instantanées type WhatsApp et Messenger. Toutefois, cette possibilité, elle est laissée uniquement lorsqu'il est impossible d'utiliser la visioconférence ou la conférence téléphonique. Donc, ça laisse quand même très peu de cas. Il faudrait vraiment que tous les services, notamment de conférences téléphoniques, soient complètement saturés. Mais en tout cas, cette possibilité est laissée, toujours après information du personnel. Mais en tout cas, c'est uniquement si les deux autres solutions citées au préalable ne sont pas possibles. Voilà. Donc, alors, on va voir si on a un petit peu le temps de prendre quelques questions. Alors, je crois qu'il faut conclure puisqu'il est déjà 11 heures, Charlotte. Oui, malheureusement, avec les petits problèmes techniques qu'on a eus. Alors, je suis en train d'essayer de voir les questions éventuellement. Alors, je crois qu'il y avait des questions sur les congés, notamment. Alors oui, la question c'était est-ce qu'il faut absolument avoir un accord? Alors si on veut mettre en place les mesures relatives aux congés payés, donc possibilité de les imposer de manière unilatérale, oui, il faut un accord, sauf pour la période actuelle qui est circonstance exceptionnelle. Mais là, on est limité aux congés qui ont déjà été posés par les salariés. Mais pour tous les autres congés, il faut un accord. Maintenant, ça c'est congés payés. Sur les repos, donc les repos issus des RTT, les repos issus des forfaits jours ou les repos qui sont sur un compte épargne-temps, on peut les imposer de manière unilatérale dans la limite de 10 jours. On n'a pas besoin d'accord. Mais pour ce qui est des congés payés, si on est hors circonstances exceptionnelles et que les congés n'ont pas déjà été posés, il faut un accord. Donc, il faut négocier et conclure un accord, soit avec ses salariés, si on est moins de 11 ou moins de 20, soit avec son CSE. Donc, pour répondre à certains, effectivement, le support sera téléchargeable sur Webikeo, n'hésitez pas. Et le webinaire pourra être revu à tout moment. On s'excuse vraiment pour tous les incidents techniques qu'il y a pu y avoir. Et puis, voilà. Alors, on a peut-être d'autres questions concernant l'indemnisation, non? Non. Alors, je regarde, hein, c'est nos amis au chat qui nous transmettent les questions. Alors, on nous dit, donc, si le salarié râle ou refuse, quels sont mes droits? Alors, je ne sais pas si c'est sur le droit. Ça, je pense que c'est sur les congés, peut-être. Si le salarié râle ou refuse, derrière, si vous avez décidé d'imposer les jours de repos, malheureusement, heureusement pour vous, en tout cas, ils restent imposés, et les salariés, oui, alors il faut faire attention au climat social, bien entendu, dans l'entreprise. Donc voilà, faut trouver un juste milieu. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, on nous dit qu'on peut continuer un petit peu. Donc, s'il y a des questions, on va regarder. Alors ça, c'était la question tout à l'heure. Ouais. Peut-on demander aux salariés de nettoyer leur poste sanitaire suite à leur passage? C'est dans les mesures de sécurité. Ça peut faire notamment. Oui, et puis à ce moment-là, par contre, il faut mettre en place un protocole là-dessus dans la société, savoir quelles sont les règles d'hygiène à respecter. Et oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut demander et imposer, et c'est même recommandé. Il y a une autre question aussi, je vais la prendre, celle-ci, c'est pour les apprentis, sont-ils totalement exclus du chômage partiel? Alors non, ils ne sont pas totalement exclus du chômage partiel. Ils ont droit à une indemnisation, mais qui n'est pas à la même hauteur que les autres. C'est ça le principe. Ils y ont droit, mais attention, les CFA ou les écoles ont souvent mis en place des cours à distance. Donc ça suppose que les semaines où ils auraient dû avoir cours, on considère qu'ils sont toujours en cours. Donc, dès lors que les établissements ont mis en place des cours, ils sont pas en chômage partiel. Donc, on continue de les rémunérer normalement sur ces semaines-là,
donc les semaines où ils auraient dû avoir cours, et les semaines où ils auraient dû être en entreprise. Et dans le cas où l'entreprise est fermée, là, ils sont en chômage partiel. Donc attention à ça, il faut bien se renseigner auprès des CFA, des conditions qui sont mises en place, notamment pour le travail des apprentis, pour le suivi des cours. Bon, globalement, ils ont tous mis en place des systèmes derrière pour que les apprentis puissent continuer de faire leurs cours. Alors, chômage partiel et reprise d'activité, obligation de l'employeur. Alors, effectivement, aujourd'hui, vous pouvez demander à tout instant à votre salarié de revenir travailler quand il était en chômage partiel. Aujourd'hui, il n'y a pas de délai de prévenance. Alors, c'est toujours mieux parce que forcément, on va pas lui dire dans l'heure tu reviens travailler. Mais par contre, sachez que dès lors que l'activité se remet en place, eh bien, vous pouvez derrière demander à votre salarié de revenir travailler immédiatement. Oui, parce que quand on a fait une demande de chômage partiel, on a fait une demande assez large par rapport à une durée prévisible. Donc évidemment, si la reprise est possible avant, c'est tout à fait possible. Alors, on nous demande aussi, est-ce que je peux embaucher un salarié qui est en situation de chômage partiel dans une autre entreprise? Charlotte, c'est pour toi, ça. En réalité, non. Il a toujours son contrat de travail. Il est juste suspendu pendant la période d'activité partielle, mais son contrat de travail, il se maintient dans l'autre entreprise. Alors, ça me paraît quand même compliqué, surtout si, en fait, on n'a pas de prévisibilité sur la durée de l'activité partielle. Donc, comme pour rebondir sur la question précédente, si son employeur actuel lui demande de revenir au travail, il va faire quoi? Ça paraît compliqué en pratique. Alors après, il y a des dispositions aujourd'hui qui existent. Je pense notamment, il y a la possibilité dans le secteur agricole que les salariés qui sont aujourd'hui au chômage partiel puissent aller travailler dans le secteur agricole le temps de leur activité partielle. Il n'empêche que si l'employeur initial le demande, il faut qu'il revienne travailler. Enfin voilà, à un moment donné, il faudra qu'il choisisse entre son premier employeur ou son deuxième. Mais en tout cas, si la question était du cumul de deux emplois, de deux emplois en période de chômage partiel, si l'emploi initial est un temps partiel, oui. Dans ce cas-là, ça pourrait être envisageable. Et puis, par contre, il va falloir absolument prévenir l'employeur initial. C'est-à-dire que l'employeur initial doit être informé que son salarié va travailler dans une autre entreprise. Voilà, donc ça, c'est possible. Alors, versement dans le cadre de l'intéressement jusqu'au 31/12/2020, uniquement si difficulté de trésorerie? Non, pas du tout. C'est un exemple que nous avons pris, mais si vous n'avez pas de difficulté, il n'y a pas en tout cas derrière de conditions liées à la trésorerie de l'entreprise. Voilà. Alors, il y a des CDD possibles avec le chômage partiel, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, notamment dans le cas agricole. En cas de reprise de travail, mais non soignants doivent-ils devenir? Alors, en cas de reprise de travail déclarée par le gouvernement, mais cas de Covid-19 dans mon établissement, les salariés non soignants doivent-ils devenir obligatoires? Alors, doivent-ils revenir obligatoirement, je pense. Doivent-ils revenir obligatoirement? Ça doit être ça. Attends. Donc, effectivement, c'est si en cas de reprise de travail, en fait, de fin de période de confinement, mais que j'ai un cas de Covid-19 dans l'établissement, c'est un EHPAD, est-ce que le personnel non soignant doit revenir obligatoirement travailler? Alors, normalement, là, alors, reprise de travail déclarée par le gouvernement, mais cas de Covid dans mon établissement. Alors, le problème, c'est que l'établissement, il se poursuit. On est dans un EHPAD, donc l'activité se poursuit. Donc oui, par contre, il faut bien mettre en place tout le protocole qu'on a cité plus haut, donc toutes les mesures de sécurité, toutes les mesures d'hygiène, toutes les règles, pour pouvoir garantir au maximum la santé et la sécurité des salariés dans ce contexte. Alors, ensuite, est-ce qu'on a d'autres questions?
Alors, il y a une question. Marie et Nolwenn, si vous pouviez nous faire parvenir des questions. Alors, si nous savons que l'ouvrier fait du bois pour son compte et le revend pendant la période de confinement, a-t-il le droit? Alors là, c'est peut-être assez spécifique, on ne connaît pas votre activité, donc je vais peut-être passer à une autre question. Télétravail, mais pas possible de faire 7 heures de travail journalier dû à la baisse d'activité de l'entreprise, chômage partiel en complet avec feuille d'heure. Alors, je pense que ça, oui, ça, c'est le cumul télétravail et activité partielle. Puisque vous l'avez peut-être vu, effectivement, l'administration a fait un communiqué pour nous donner les sanctions en cas de recours abusif au chômage partiel. C'est notamment le cas pour eux quand on fait du télétravail. Alors, ils ont donné l'exemple du télétravail, mais il faut savoir quand même que on est bien conscient que si le télétravail n'est pas possible toute la journée ou qu'une partie de la journée, effectivement, il peut y avoir du chômage partiel. Là, il ne sera pas abusif le recours au chômage partiel. Par contre, ça suppose qu'à côté, vous ayez des feuilles d'heures, des choses, en tout cas un relevé d'heures qui puisse justifier du travail que vous avez fait en télétravail et de la partie que vous ne pouvez pas faire en télétravail. Et donc, cette partie-là, elle pourra être indemnisée au titre du chômage partiel. Alors, on a une question sur peut-on prolonger l'arrêt de travail garde d'enfants si l'activité partielle est mise en place par ailleurs? C'est bien ça, hein? Ouais, je pense que c'est ça. Alors, on a beaucoup de questions par rapport à ça. On a beaucoup de questions par rapport à l'articulation entre les arrêts de travail et l'activité partielle. Oui, effectivement. Alors, vas-y Charlotte, je te laisse. Alors, on n'a pas de précision claire sur la question, mais on a normalement il y a une antériorité. Donc, si vous avez au moment de la mise en place du chômage partiel déjà des salariés en arrêt, l'arrêt peut être primera et l'arrêt pourra être renouvelé. Voilà. En fait, on parle toujours en droit du travail de la primauté du premier cas de suspension du contrat. Donc, alors là où ça devient compliqué, effectivement, c'est quand il y a une concomitance, et il y a souvent eu ça, concomitance entre l'arrêt garde d'enfants et le chômage partiel. Donc là, effectivement, on n'a pas de réponse en la matière aujourd'hui. On a souvent considéré qu'ils étaient en arrêt garde d'enfants. Par contre, aujourd'hui, on attend des précisions, notamment sur l'indemnisation des gens en arrêt garde d'enfants, puisqu'a priori, les personnes qui sont en arrêt garde d'enfants, alors que les autres salariés, ou alors que s'ils n'étaient pas en arrêt garde d'enfants, il aurait dû être au chômage partiel. Il y a une jurisprudence qui dit que le salarié ne peut pas être indemnisé plus que s'il avait été au chômage partiel. Voilà. Donc ça, c'est des choses c'est une jurisprudence de 1987, donc qui n'est pas toute récente, mais en tout cas qui pourrait s'appliquer au cas en vigueur. Ça veut dire que même s'ils sont en arrêt garde d'enfants, ils ne devraient pas être indemnisés au-delà de ce qu'ils auraient perçu s'ils avaient été en chômage partiel. Alors après, on a une question sur un cadre en forfait jour en chômage partiel intégral. Comment calculer l'indemnisation qui doit se faire sur 35 heures? Alors, a priori, quand il est en chômage partiel intégral, on va considérer que c'est 7 heures par jour de travail. Voilà. Par contre, pour ceux qui ne seraient pas en fermeture totale, là, on attend un décret qui doit nous préciser combien d'heures on doit décompter pour les salariés en forfait jour ou même les salariés en forfait heure. Alors, quelles sont les obligations après la quatorzaine du Covid-19? Tout va dépendre de ce qui va être décidé à l'issue de la quatorzaine. Est-ce qu'on va
est-ce qu'on va lever le confinement? Est-ce qu'il y avoir visiblement ça va pas être le cas. Il y avoir peut-être un confinement partiel, une levée partielle du confinement. En tout cas, l'épidémie, elle n'aura pas disparu. Donc, on revient sur tout ce qui est obligation de sécurité. Et vos obligations, ce seront en premier lieu de sécuriser les conditions de travail de vos salariés. Ça sera la chose en premier à mettre en place. Alors Charlotte, je pense que du coup on va s'arrêter là puisqu'on nous fait des petits signes. En tout cas, on vous remercie tous d'avoir participé aujourd'hui à ce webinaire. N'hésitez pas à télécharger notre support ou à revoir le webinaire en ligne. Voilà. Et puis, si vous êtes nos clients, n'hésitez pas à nous rappeler, à nous envoyer un mail. Voilà, il n'y a pas de problème, on vous répondra. En tout cas, on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine et un bon week-end à venir. Merci beaucoup pour toutes vos questions et votre participation. Merci à tous. Merci pour votre participation et à très bientôt.